Mes mains tremblaient encore, tachées du sang de l'homme qui avait transformé ma vie en cauchemar. Je m'appelle Mary, j'ai 72 ans, et je vais vous raconter une histoire que j'ai enfouie dans les tréfonds de mon âme pendant des décennies. Une histoire de douleur, de trahison et de survie face à l'innommable. Vous qui m'écoutez, si cette histoire vous touche, je vous en prie, mettez un « j'aime » et laissez un commentaire avec le mot « courage » pour montrer que vous êtes avec moi dans ce récit. Dites-moi d'où vous venez, que je puisse imaginer les coins du monde où mes mots résonnent. Je suis née dans une ferme modeste du Kentucky rural, dans une époque où les femmes n'avaient ni voix ni droit. Mon père, Samuel, labourait la terre, cultivant du maïs, des haricots et du tabac, tandis que ma mère, Élise, lavait le linge des villageois et cousait des courtes pointes pour le marché local. Nous étions pauvres, mais l'amour emplissait notre maison. J'étais la deuxième d'une fratrie de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à m'occuper des plus petits, à cuisiner, à nettoyer. L'école, je n'y suis restée que jusqu'à mes 10 ans. Mon père disait « Une femme n'a pas besoin de trop savoir, juste assez pour ne pas se faire escroquer au magasin. » Mes frères, eux, pouvaient étudier autant qu'ils le voulaient. L'odeur de mon enfance, c'était celle des haricots mijotants, de la terre humide après la pluie et de la fumée du poêle à bois. Nous nous réveillions au chant du coq, dormions quand la lampe à huile s'éteignait. Pas d'électricité, pas d'eau courante. L'eau venait du puits, les bains se prenaient dans une bassine en fer. Une vie simple, la seule que je connaissais. À 12 ans, mes premières règles m'ont terrifiée. Je pensais mourir tant je saignais. Ma mère, gênée, m'a juste dit « Tu es une jeune femme maintenant, fais attention aux hommes. » Pas d'explication, juste des chuchotements honteux d'amis plus âgés, pleins de mots vagues et de tabous. Mon père était strict, jamais violent, mais distant, comme les hommes de cette époque qui voyaient l'affection comme une faiblesse. Ma mère, elle, était plus chaleureuse, nous serrant dans ses bras, chantant des berceuses le soir. Tout a changé à mes 16 ans. Les regards des hommes au marché, à l'église, à la foire du comté, se sont faits insistants. J'étais mince, les cheveux châtains tombant jusqu'à la taille, rien d'exceptionnel, mais dans ce petit village, toute jeune femme attirait l'attention. C'est à la foire du comté, sous les notes d'un groupe de bluegrass, que j'ai rencontré Tom. Il venait du village voisin, grand, fort, ouvrier dans le bâtiment, avec un sourire qui m'a fait oublier mon propre nom. « Mademoiselle, voulez-vous danser ?» m'a-t-il demandé, la main tendue. Mon père, observant de loin, a hoché la tête discrètement. À l'époque, une jeune fille convenable ne sortait jamais seule. Nous avons dansé sur fond de bottes de foin, de musique de violon, d'odeur de maïs grillé et de barbe à papa. Mes pieds douloureux, mon cœur battant, j'ai su que quelque chose en moi avait changé. « Puis-je vous rendre visite dimanche ?» a-t-il demandé avant de partir. Ce dimanche-là, Tom est arrivé chez nous, vêtu de ses plus beaux habits, les cheveux bien peignés, une boîte de chocolat pour ma mère. Il a discuté avec mon père de travail, de baseball, de la vie. Il a charmé mes jeunes frères et sœurs avec des blagues. Ma mère a servi du café qu'il a complimenté comme s'il s'agissait d'un nectar divin. Ainsi a commencé notre cours, toujours sous surveillance. Tom venait chaque dimanche, s'asseyait dans le salon, moi à côté, à une distance respectueuse. Parfois, il apportait un petit cadeau, un ruban pour mes cheveux, des fruits rares, un carnet pour écrire. « Ce jeune homme semble honnête, Mary, » a dit mon père après quelques mois. « Mais vas-y doucement. Les hommes promettent beaucoup avant d'obtenir ce qu'ils veulent, puis ils changent. » J'aurais dû écouter. Pendant les 6 premiers mois, Tom était attentionné, patient, respectueux. Il parlait de ses rêves, devenir contremaître, posséder une maison, fonder une famille. Il m'a raconté l'histoire de son père, Harold, veuf depuis des années, propriétaire d'un petit magasin général, un homme respecté dans leur communauté. « Mon père a élevé 3 garçons seuls, » disait Tom avec fierté. Il n'a jamais voulu se remarier. Aucune femme ne pouvait remplacer ma mère. Je trouvais ça beau,
cette loyauté. Quelle naïveté. J'ai rencontré Harold le jour où Tom m'a emmené chez lui. C'était un dimanche. J'avais préparé un pain de maïs pour leur plaire. Harold était imposant, plus grand que Tom, les cheveux grisonnants, les mains calleuses. Son regard perçant semblait me transpercer. « Alors, c'est la fille qui occupe l'esprit de mon fils, » a-t-il dit, me jaugeant de haut en bas. Ce n'était pas le regard d'un beau-père, mais celui d'un homme évaluant une marchandise. Un frisson m'a parcouru, mais j'ai baissé les yeux, comme on me l'avait appris. La visite était étrange. Harold posait des questions intrusives. Savais-je cuisiner, nettoyer, coudre? Étais-je une fille respectable? Voulais-je beaucoup d'enfants? Tom, gêné, a tenté d'intervenir. « Papa, c'est une bonne fille, d'une famille honnête. »« Je veux juste savoir qui entre dans la famille, » a répondu Harold, glacial. « Une femme doit connaître sa place dès le début. » J'ai quitté cette maison mal à l'aise, mais je n'ai rien dit à mes parents. Je pensais que c'était juste la manière d'un homme d'une autre génération. Quelle erreur! La cour a continué, et 1 an plus tard, Tom m'a demandé en mariage. J'avais 17 ans, lui 23. Nos fiançailles étaient simples. Une petite fête chez moi, un gâteau préparé par ma mère, du soda partagé dans des verres prêtés par les voisins. Mes parents ont donné leurs maigres économies pour mon trousseau. Tom avait loué une petite maison en ville, 2 pièces seulement, mais c'était le début de notre rêve. Nous nous sommes mariés dans l'église du village, bondé malgré sa taille modeste. Harold était là, avec ses 2 autres fils. Pendant toute la cérémonie, je sentais son regard sur moi, froid, calculateur, sans un sourire. À la réception, il a bu plus que tout le monde, devenant bavard, révélant ses pensées. « Maintenant, tu as une responsabilité, fiston, » a-t-il dit à Tom, lui serrant l'épaule. « Une femme, c'est comme un animal. Il faut une main ferme dès le départ, sinon elle prend le contrôle. » Tom a ri, mal à l'aise. J'ai fait semblant de ne pas entendre, avalant ces mots avec le gâteau de mariage. La nuit de noces fut comme tant d'autres à l'époque, effrayante, douloureuse, marquée par l'ignorance. Tom n'était pas cruel, mais il ne savait pas plus que moi quoi faire, guidé par les récits d'autres hommes. Moi, je ne connaissais que les murmures des femmes plus âgées. Allonge-toi et endure. Le lendemain, je me suis réveillée, épouse, femme mariée, femme au foyer. La vie semblait tracée. M'occuper de la maison, de mon mari, avoir des enfants, répéter le cycle des femmes autour de moi. Les premiers mois furent une adaptation. Tom travaillait du lundi au samedi, partait avant l'aube, rentrait à la nuit. Je gérais la maison, faisais la cuisine, lavais le linge. Parfois, je brodais pour vendre, mais Tom n'aimait pas ça, disant que ça donnait l'impression qu'il ne pouvait pas subvenir à nos besoins. Une fois par mois, nous rendions visite à Harold. Ces visites étaient toujours tendues. Il inspectait la maison de son fils d'un œil critique, passait son doigt sur les meubles pour chercher la poussière, vérifiait les casseroles. « On juge une femme à sa cuisine », disait-il, comme si je n'étais pas là. Quand Tom s'absentait, ses commentaires devenaient plus troublants. « Bon, pas aussi bon, que aussi une bonne épouse aurait déjà donné un petit-fils à tenir. Ou tu es trop maigre. Les hommes aiment avoir de quoi saisir. Et si je ravalais tout, silencieuse. C'était le père de mon mari. Il méritait le respect, m'avait-on appris. Mais j'avais peur de lui, de ce regard, de ses mains imposantes, de cette autorité qu'il imposait. Les choses ont empiré quand je suis tombée enceinte à la fin de la première année de mariage. Tom était radieux, me traitait comme une poupée de porcelaine. Harold, lui, est venu nous voir.
chose rare car il attendait toujours qu'on aille chez lui. « Enfin une vraie femme », a-t-il dit, fixant mon ventre encore plat. « J'espère que c'est un garçon. Il y a déjà trop de femmes dans ce monde. » La grossesse était dure. Nausées constantes, douleurs, faiblesse. Le médecin du village disait que c'était normal, que j'étais jeune, que mon corps s'adaptait. Tom s'inquiétait, mais devait travailler. J'étais seule la plupart du temps, affrontant les malaises comme je pouvais. Harold a commencé à venir plus souvent, toujours quand Tom n'était pas là, apportant des cadeaux pour le bébé, un berceau en bois qu'il avait fabriqué, des vêtements de ses fils, un cheval à bascule, au cas où ce serait un garçon. Toujours avec ce regard qui me glaçait. « Une femme enceinte a besoin de soins, » disait-il. « Mon fils travaille trop, il ne peut pas toujours être là. » Lors d'une de ses visites, au 5e mois de grossesse, il a apporté une bouteille de vin artisanal pour fortifier le sang. J'ai refusé, mais il a insisté. Les femmes enceintes ont besoin de sang fort. J'ai bu un petit verre pour ne pas sembler ingrate. Le goût était étrange, trop fort. 2 heures plus tard, des douleurs atroces m'ont terrassé, suivies de saignements. Harold était déjà parti. J'ai crié jusqu'à ce qu'un voisin m'entende. J'ai perdu le bébé cette nuit-là. Le médecin a dit « Ça arrive, beaucoup de femmes perdent leur premier. » Masti, en touché. Personne n'a questionné le vin. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris. Tom était dévasté, mais s'est vite repris, comme les hommes le font. « On réessayera, » disait-il. « Dieu sait ce qu'il fait. » Harold, au cimetière pour l'enterrement du bébé, semblait presque soulagé. C'est après cela que Tom a changé. Lentement d'abord, des reproches sur la nourriture, sur l'organisation de la maison. Il a commencé à boire plus, à rentrer tard. Puis est venue la première gifle, un soir où j'ai osé demander où il avait passé la nuit. Une claque violente me projetant contre le mur. « Ma femme ne me questionne pas », a-t-il grondé. « Apprends ta place. » J'ai pleuré toute la nuit, un tissu dans la bouche pour qu'il n'entende pas. Le lendemain, il agissait comme si rien ne s'était passé. Moi aussi, comme tant de femmes avant moi. Les gifles sont devenues des coups, des bousculades, toujours après trop d'alcool, toujours suivies de remords. Des fleurs cueillies sur le chemin, des promesses de ne plus recommencer, des larmes masculines qui me convainquaient de pardonner. Parce que c'était ce qu'on faisait. Parce que je n'avais nulle part où aller. Mes parents étaient morts dans un accident de voiture 6 mois après mon mariage. Parce que je croyais que l'amour, c'était ça, du bon et du mauvais. Harold savait, j'en suis sûre. Lors des visites, il voyait mes bleus, mal cachés sous des vêtements longs malgré la chaleur, sous la poudre épaisse sur mon visage. Une femme doit savoir plaire à son mari, commentait-il avec un sourire en coin. Quand elle ne plaît pas, elle est corrigée. En 1972, je suis retombée enceinte. Tom a réduit sa consommation d'alcool, les coups ont cessé temporairement. Harold gardait ses distances, ce qui me soulageait. La grossesse était plus calme et en octobre, notre fille, Lily, est née. Belle, parfaite, avec les yeux de son père et mes cheveux noirs. Tom était déçu que ce ne soit pas un garçon, mais il s'est vite attaché à elle. Harold, lui, n'a même pas voulu la tenir. « Les filles, c'est juste des ennuis », a-t-il dit, à peine un regard sur elle. Une bouche de plus à nourrir sans rien rapporter. Avec Lily, j'ai trouvé une nouvelle force. Je ne laissais plus Tom me frapper devant elle, même bébé. Il respectait ça, déplaçant ses colères dans une autre pièce, mais elle continuait. Notre vie a continué ainsi pendant 2 ans. Tom alternait entre mari aimant et agresseur. Moi, je m'occupais de la maison, de Lily, essayant de devenir invisible quand je sentais l'orage venir. Harold venait tous les mois, toujours avec ses regards, ses commentaires qui me donnaient envie de verrouiller toutes les portes.
Puis est arrivée Agnes, la sœur aînée de Harold, une femme pieuse, pilier de l'église locale, avec un regard sévère et une langue acérée. Elle venait parfois avec Harold, observant tout, critiquant tout. Une maison mal tenue reflète une femme négligente, disait-elle, pointant un coin de poussière. Quand elle a vu mes bleus, elle n'a pas eu un mot de compassion. Une épouse doit obéir, Mary. Si ton mari te corrige, c'est que tu l'as mérité. Ces mots étaient comme des lames. Pire, elle répandait des rumeurs au village, disant que j'étais ingrate, que je déshonorais la famille de son frère. Les voisins, autrefois chaleureux, ont commencé à m'éviter, à chuchoter dans mon dos. Cette trahison, ce jugement d'une femme qui aurait dû me protéger, me brûlait l'âme. Tout a basculé un vendredi soir. Tom, alors âgé de 29 ans, m'avait promis de rentrer tôt pour emmener Lily voir les feux d'artifice du festival local. Lily, presque 2 ans, attendait dans sa robe de fête, excitée. Mais l'heure passait, et Tom ne venait pas. À minuit, un coup à la porte. C'était Paul, l'ami de Tom, le visage blême. Mary, un accident au chantier. Yeah, ok. Les mots flottaient. Irréel. Un échafaudage s'était effondré. Tom était tombé du 3e étage. Mort sur le coup. Mon monde s'est écroulé. À l'hôpital, je ne reconnaissais pas cet homme sous le drap blanc, le visage déformé par la chute. Mais ses mains, celles qui m'avaient caressé et frappé, étaient les mêmes. J'ai pleuré pour tout. Pour le Tom de la foire, pour le père aimant qu'il était parfois, pour l'agresseur repentant, pour l'avenir que nous n'aurions pas. Le choc m'a engourdi. L'enterrement était rapide, payé par Harold, qui semblait détaché, comme s'il enterrait un étranger. « La vie continue », a-t-il dit au cimetière. « Toi et la petite, vous pouvez compter sur moi. » Ces mots semblaient réconfortants alors que je sombrais. Quelle illusion! De retour chez moi, le silence était assourdissant. L'odeur de Tom flottait encore dans ses vêtements sur la corde à linge. J'étais seule avec Lily, sans travail, sans économie, Tom m'ayant interdit de travailler à l'extérieur. Le loyer était dû et le propriétaire, sous ses condoléances, m'a rappelé que les affaires sont les affaires. C'est là que Harold est revenu avec une proposition. « Viens vivre chez moi », a-t-il dit, assis dans mon salon, 3 jours après l'enterrement. « La maison est grande, il y a une chambre libre, Lily aura de meilleures conditions qu'ici. » J'ai hésité. Ce frisson, ce malaise que j'avais ressenti en le rencontrant était toujours là. Mais quelles options avais-je? Retourner dans mon village natal? Ma famille n'existait plus. Trouver un travail? J'avais à peine de quoi nourrir Lily. Juste le temps de te remettre, a-t-il insisté. 1 semaine plus tard, nous emménagions chez lui, sur une petite ferme isolée, entourée de champs de maïs. La maison était simple mais spacieuse, avec le magasin général de Harold à l'avant. Les premiers jours étaient calmes. Harold partait tôt, revenait pour le déjeuner que je préparais, puis repartait jusqu'au soir. Il était poli, gardait ses distances. Il passait peu de temps avec Lily, mais ne montrait plus la version initiale. Je tenais la maison, faisais la cuisine, le ménage. La douleur de la perte s'effaçait doucement dans la routine. Je commençais à chercher du travail, proposant des services de couture aux clients du magasin. Agnès, cependant, continuait ses visites, ses remarques cinglantes. Une veuve devrait se montrer plus reconnaissante, lançait-elle, me regardant de haut. Harold t'offre un toit, et toi, tu traînes comme une âme en peine. Ces paroles, son mépris, attisaient ma colère. Pourquoi une femme comme elle, qui se prétendait pieuse, pouvait-elle être si cruelle? Puis, les changements chez Harold ont commencé, subtils d'abord. Un regard trop long pendant le dîner. Un compliment étrange sur ma robe. Des questions intrusives. Ça fait combien de temps que Tom et toi n'avez pas partagé un lit? Une jeune femme comme toi doit avoir des besoins.
Je faisais semblant de ne pas entendre, me retirais dans ma chambre, verrouillant la porte, mais le malaise grandissait. J'essayais de me convaincre que c'était dans ma tête, que le chagrin me rendait paranoïaque. Le premier geste direct est arrivé 2 mois après notre emménagement. Lily avait de la fièvre, j'avais passé la nuit à veiller sur elle. Épuisée, j'ai accepté l'offre de Harold d'aller chercher des médicaments en ville. « Repose-toi, je surveille la petite », a-t-il dit. Je me suis endormie dans ma chambre. Je me suis réveillée avec le matelas qui s'enfonçait sous son poids. Harold, torse nu, l'haleine puant le whisky, était sur moi. « Chut », a-t-il murmuré, une main sur ma bouche. « Ne réveille pas la petite. » J'ai lutté, griffé, mordu. Un instant, ma rage m'a donné l'avantage. J'ai repoussé, couru jusqu'à la chambre de Lily, verrouillé la porte. Il n'a pas insisté ce jour-là, mais son souffle lourd de l'autre côté de la porte me hantait. C'était un malentendu, a-t-il dit plus tard. Pas besoin d'en faire un drame. La terreur m'a englouti. Je passais mes journées enfermée avec Lily, attendant qu'il parte au magasin pour sortir. La nuit, il frappait à la porte, voix calme, comme si rien ne s'était passé. « Mary, sois raisonnable, parlons comme des adultes. C'était une impulsion, ça n'arrivera plus. » Je ne répondais pas. Lily dormait dans mes bras, sa fièvre diminuant. J'attendais l'aube, priant pour un moyen de fuir, mais il avait les clés. Une nuit, il est entré, profitant de mon oubli. « Si tu cries, tu feras peur à la petite, » a-t-il menacé. « Viens dans l'autre pièce, on va régler ça comme des adultes. » La peur pour Lily, plus grande que la mienne, m'a forcé à obéir. Ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne peux le décrire. Ce fut le début d'un cauchemar de semaine, où je rentrais auprès de ma fille brisée, changée à jamais. Le lendemain, Harold agissait comme si de rien n'était, prenant son café, allant au magasin, un sourire satisfait sur le visage. « Ce sera notre secret », a-t-il dit quand nous étions seuls. Personne ne te croira. La belle-fille qui accuse son beau-père après qu'il l'a accueillie, ils penseront que tu veux la maison, le magasin. Oh, il avait raison. Qui croirait une veuve sans ressources contre un homme respecté? Agnes, informée par des voisins des bruits nocturnes, est venue non pour m'aider, mais pour m'accuser. « Tu salis le nom de mon frère avec tes manières douteuses, » a-t-elle sifflé. « Repens-toi, ou Dieu te punira. » Sa cruauté, son refus de voir la vérité, m'a révoltée. Elle, une femme, choisissait de protéger un monstre plutôt que d'écouter ma douleur. J'ai barricadé ma porte avec des chaises, des tables, mais Harold trouvait toujours un moyen. Il avait des excuses pour tout, pour Lily, pour les voisins, pour mes yeux rougis de larmes. « Maman est triste parce qu'elle manque à papa », disait-il à Lily. J'ai essayé de fuir 2 fois. La première, il m'a rattrapée sur la route, Lily dans mes bras. « Essaye encore, et la petite reste avec moi », a-t-il menacé. « J'ai des amis, de l'argent pour un avocat. Toi, tu n'as rien. » La deuxième fois, j'ai atteint l'arrêt de bus, mais il est arrivé avec le shérif, son complice. « Ma belle-fille n'a pas toute sa tête depuis la mort de mon fils », a-t-il expliqué. Le shérif m'a regardé avec pitié. « Rentrez chez vous, madame. Les enfants ont besoin de stabilité. » La trahison d'Agnès, l'indifférence du shérif, la complicité du système, tout cela me consumait de rage. J'étais piégée, sans issue. La 3e semaine, Harold a bu plus que d'habitude, célébrant une bonne récolte. Cette nuit-là, il était plus violent, ne se contentant pas d'abuser de moi. Il voulait me briser, me frapper, laisser des marques. Il m'a jeté contre le mur, m'a traîné par les cheveux. « Comme la mère de Tom », a-t-il murmuré. Elle aussi jouait les difficiles au début. Cette révélation que la femme qu'il prétendait vénérer avait subi le même enfer m'a secoué.
Je ne pouvais plus me taire. J'ai crié, malgré moi. Lily s'est réveillée, appelant à la porte. « Maman, tu es blessée? »« Retourne dans ta chambre !» a hurlé Harold. Ses pas effrayés m'ont brisé. Quelque chose s'est allumé en moi, une fureur animale. Ma fille ne grandirait pas en voyant sa mère détruite, en pensant que c'était normal. Dans un élan de rage, j'ai repoussé Harold, courant à la cuisine. Il m'a suivi, titubant, son sourire immonde aux lèvres. J'ai saisi une poêle en fer, encore chaude du dîner. Quand il s'est approché, j'ai frappé de toutes mes forces. Le choc a résonné, un son que je n'oublierai jamais. Harold s'est effondré, d'abord à genoux, puis sur le côté, immobile. Le sang s'étendait sur le sol. Je n'ai rien ressenti, ni remords, ni soulagement, juste le vide. Lily est apparue à la porte, les yeux écarquillés. « Grand-père est blessé ?» J'ai lâché la poêle, couvert ses yeux. « Grand-père s'est endormi, mon amour. Maman va faire nos valises. On part en voyage. » Je l'ai remise au lit, lui parlant d'aventures, de grandes villes, pendant que mon esprit s'emballait. Que faire? J'ai vérifié son pouls. Rien. Harold était mort. J'avais tué mon beau-père, l'homme qui m'avait torturé, qui avait probablement fait de même à la mère de Tom. Un homme respecté, intouchable. Appeler la police? Ils me jetteraient en prison. Que deviendrait Lily? Alors, j'ai pris une décision qui changerait tout. J'ai traîné son corps jusqu'à l'enclos des cochons dans la cour. 2 bêtes énormes, affamées. « Pardon », ai-je murmuré, pas à lui, mais à une force supérieure. J'ai jeté le corps par-dessus la clôture. Les cochons s'approchaient, curieux. Je me suis détournée, mais je suis restée, pour être sûre. De retour à la maison, j'ai nettoyé la cuisine comme jamais, frottant le sol, les murs, brûlant mes vêtements tachés. J'ai pris une douche jusqu'à ce que ma peau brûle. J'ai rassemblé nos affaires, l'argent trouvé dans la maison, peu, mais assez pour fuir. À l'aube, j'ai réveillé Lily. « On va voir de nouveaux endroits, mon amour. Grand-père reste pour garder la maison. » Nous avons pris le premier bus pour Nashville. En regardant la maison s'éloigner, j'ai vu s'effacer non seulement Harold, mais une partie de moi. Lily dormait sur mes genoux, innocente. Moi, je voyais encore le sang, ses yeux vitreux, la poêle dans ma main. J'avais survécu, mais à quel prix? Nashville m'attendait, avec ses défis, ses dangers, et l'ombre d'Harold qui me suivrait bien plus longtemps que je ne l'imaginais. L'autobus filait vers Nashville, emportant avec lui le poids de ce que j'avais fait. Chaque cahote sur la route semblait faire écho au battement de mon cœur, encore taché du sang invisible d'Harold. Lily, ma petite fille de presque 2 ans, dormait contre moi, ses boucles noires collées à son front par la chaleur moite. Moi, je ne pouvais fermer les yeux. Les images de cette nuit funeste tournaient en boucle. Le craquement de la poêle sur son crâne, le sang s'étendant sur le sol, les cochons grognant dans l'enclos. J'avais tué un monstre, mais à quel prix? J'étais une fugitive maintenant, une veuve de 23 ans avec une enfant, sans argent, sans plan, sans personne pour m'aider. Nashville, avec ses promesses de liberté, était aussi un abîme d'incertitude. Mon estomac se nouait à l'idée qu'il me retrouve, que le shérif, complice d'Harold, me ramène menottée, que Lily me soit arrachée. La rage bouillonnait en moi. Contre Harold, contre ce monde qui protégeait les hommes comme lui, contre moi-même pour avoir cru, même un instant, que sa maison serait un refuge. Nous sommes arrivés à Nashville un après-midi lourd, l'air saturé d'humidité et de bruits inconnus. La gare routière était un chaos de gens pressés, de valises traînées, d'odeurs de diesel et de sueur. Lily, accrochée à mon cou, écarquillait les yeux, effrayée par cette agitation. Moi, je serrais notre petite valise, contenant à peine quelques vêtements et les maigres dollars trouvés chez Harold. Où aller?
Je n'avais aucun contact, aucun plan au-delà de cette fuite désespérée. Une femme d'âge mûr, assise près de nous dans le bus, avait dû lire la panique sur mon visage. Elle s'appelait Madame Clara, cheveux grisonnants, visage marqué par le temps, mais sourire doux. « Vous avez un endroit où loger, ma chère ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, ravalant mes larmes. Je connais une pension en centre-ville, pas luxueuse, mais propre. La propriétaire, Madame Louise, est une femme bien. Elle pourrait vous faire un prix pour une mère et son enfant. Nous l'avons suivie, Lily et moi, à travers un bus bondé, puis dans les rues pentues de Nashville. La ville m'étourdissait. Immeubles imposants, certains majestueux, d'autres délabrés, musique s'échappant des bars, foule sur les trottoirs. Tout était si différent de mon village calme du Kentucky. La pension de Madame Louise était un vieux bâtiment aux murs écaillés, avec un escalier en bois qui grinçait à chaque pas. Madame Louise, une femme d'une 50aine d'années, avait un regard perçant, comme si elle voyait au-delà des apparences. « Vous fuyez votre mari ?» a-t-elle demandé quand nous fûmes seuls. « Mon beau-père » ai-je répondu sans réfléchir, regrettant immédiatement. Elle a hoché la tête sans insister. « Plus courant qu'on ne le pense » a-t-elle murmuré. La chambre était minuscule. Un lit simple, un matelas au sol, une armoire bancale. Mais il y avait une fenêtre donnant sur la rivière Cumberland, et c'était propre. Pour moi, qui portais le poids d'un crime, c'était un palais. Les premiers jours furent une lutte pour m'adapter. Nashville était un monde à part. La chaleur écrasante, le rythme frénétique, les accents que je peinais à comprendre. Lily, elle, s'émerveillait des couleurs, des sons, courant après les pigeons dans la cour de la pension. Madame Louise m'a aidé à trouver un emploi dans une usine de couture en ville. Le salaire était misérable, mais c'était un début. Je me levais à l'aube, laissais Lily avec Madame Louise, qui la gardait pour presque rien, et prenais 2 bus pour rejoindre l'usine. Le travail était épuisant. 10, parfois 12 heures penchées sur une machine, dans un vacarme assourdissant, respirant la poussière des tissus. Mes doigts saignaient des piqûres d'aiguilles, mes yeux brûlaient. Je rentrais le soir, brisé, pour trouver Lily endormie. Les week-ends, je l'emmenais au parc ou au bord de la rivière, là où l'entrée était gratuite. « Tu es bien réservée, ma chère », m'a dit Madame Louise un dimanche, me regardant tresser les cheveux de Lily. « Tu ne parles jamais de ton passé. »« Je n'ai pas de passé, » ai-je répondu. « Juste elle et moi. » À l'usine, j'ai rencontré Ruth, une femme d'une 30aine d'années, aux cheveux blonds décolorés et au rire bruyant. Elle était bavarde, curieuse, et semblait vouloir devenir mon amie. Elle me posait des questions sur ma vie, mon village, mon mari. Je restais vague, changeant de sujet. Mais Ruth insistait, apportant des sandwichs à partager, me racontant ses propres malheurs, un mari qui l'avait quitté, une vie difficile. J'ai baissé ma garde, pensant qu'elle comprenait. Quelle erreur! Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé un journal sur un kiosque. Mon cœur s'est arrêté. La une montrait une photo d'Harold, sérieux, fixant l'objectif. Propriétaire de magasin porté disparu. La police soupçonne un meurtre. L'article parlait de taches de sang dans la cuisine, de ma fuite soudaine avec Lily. La belle-fille, Mary Dubois, recherchée pour interrogatoire, concluait le texte. J'ai lâché le journal, pris Lily dans mes bras et couru jusqu'à la pension, le cœur battant à tout rompre. « Il faut partir », ai-je dit à Madame Louise, tremblante. Ils m'ont retrouvée. Elle n'a pas posé de questions, m'a aidé à emballer nos affaires, m'a glissé quelques dollars.
Où vas-tu? Je ne sais pas. Un autre État, peut-être. Sans nouveaux papiers. Ils te retrouveront, a-t-elle répondu. Elle connaissait un homme, un faussaire, qui pouvait m'aider. J'ai dépensé presque toutes mes économies pour cet homme, un type voûté puant la cigarette et l'alcool. Il m'a tendu de faux documents. Maintenant, tu es Claire Martin et la petite, c'est Anna. Ne réponds plus jamais aux anciens noms, même seule. J'ai quitté l'usine le lendemain, perdant mon indemnité, et nous avons déménagé de l'autre côté de la ville, dans un quartier près de l'aéroport. Nous louions une chambre minuscule à l'arrière d'une maison familiale. Les mois suivants furent un enfer de paranoïa. Chaque sirène de police, chaque regard trop long, chaque question sur mon passé me glaçait. Je dormais peu, mangeais à peine, maigrissant jusqu'à ce que mes côtes saillent. J'ai trouvé un travail de femme de ménage chez une famille aisée, les Dupont. Madame Élise Dupont était exigeante mais juste. Son mari, un médecin, était rarement là. Je pouvais emmener Lily, qui jouait dans le jardin pendant que je nettoyais. Mais la peur ne me quittait pas. Et puis, Ruth m'a trahi. Un jour, en revenant du marché, j'ai vu des voitures de police devant la maison. Ruth, apprenant la récompense offerte pour des informations sur moi, avait vendu mon secret. Elle, que je prenais pour une amie, m'avait dénoncé pour quelques dollars. La rage m'a submergée. Comment une femme pouvait-elle trahir ainsi une autre? Les policiers m'ont menotté devant Lily, qui hurlait. Le shérif Barnes, un homme corpulent avec un sourire narquois, était un vieil ami d'Harold. « Alors, c'est toi qui accuses un homme respectable de choses sordides ?» a-t-il dit, ricanant. « Une veuve qui veut s'en mettre plein les poches, hein ?» J'ai raconté l'abus, les violences, mais il balayait mes paroles. « Pas de preuves, pas de témoins. Juste ta parole contre celle d'un pilier de la communauté. » Ils m'ont emmené au poste, séparé de Lily, confiée à Frank, le frère aîné de Tom, et sa femme, Hélène. La douleur de perdre ma fille était insupportable, mais ce qui me mettait en rage, c'était l'injustice. Le shérif, les voisins, même les commerçants qui me refusaient désormais service, tous me traitaient comme une criminelle, une menteuse. Ils protégeaient l'image d'Harold, un monstre, et piétinaient ma vérité. Au poste, l'interrogatoire fut un cauchemar. « Où est le corps ?» demandait Barnes, tapant du poing sur la table. J'ai tout avoué, les abus, la poêle, les cochons. « Pas de corps, pas de crime », a-t-il ricané, mais ils avaient trouvé du sang dans la cuisine et ma fuite était une preuve suffisante. Ils m'ont jeté dans une cellule sombre, puant l'humidité et la peur. Lily était quelque part, seule, peut-être terrifiée, et je ne pouvais rien faire. La communauté, influencée par Annes, la sœur d'Harold, répandait des mensonges. Elle avait organisé une réunion à l'église où elle m'a dépeinte comme une femme immorale, une meurtrière qui avait séduit puis tué son frère pour s'emparer de ses biens. Elle a toujours été une ingrate, proclamait-elle, tandis que les villageois hochaient la tête, me condamnant sans m'entendre. Cette trahison, ce complot pour salir mon nom, me rendait folle de rage. Comment osait-il? Les jours en cellule étaient interminables. La nourriture était infecte. Les autres détenus me regardaient avec méfiance. J'étais une paria, même là. Frank et Hélène ont refusé de me laisser voir Lily, prétendant que j'étais instable. Ils ont convaincu les autorités qu'ils offraient à Lily une vie meilleure, avec leur maison cossue et leurs relations. Chaque lettre que j'envoyais à Lily était renvoyée, déchirée. Une assistante sociale m'a dit, avec un regard froid, « Votre fille est mieux sans vous. Elle a une famille stable maintenant. » Ces mots étaient un poignard. Ma fille, mon seul amour, m'était arrachée par un système qui ne voyait en moi qu'une criminelle, ignorant les horreurs qu'Harold m'avait fait subir. La colère me consumait, mais elle m'a aussi maintenue en vie.
Chaque nuit, je pensais à Lily, à ses yeux effrayés, à sa voix me demandant si j'étais blessée. Je ne pouvais pas abandonner, pas pour moi, mais pour elle. J'ai commencé à écrire dans un carnet caché sous mon matelas chaque détail de ce que j'avais vécu, les abus, les trahisons, l'indifférence cruelle du monde. Écrire était ma révolte, ma façon de hurler contre l'injustice, mais le combat ne faisait que commencer. Nashville, qui devait être mon refuge, était devenue une prison à ciel ouvert, et la route vers la rédemption serait pavée de nouvelles trahisons, de nouvelles luttes. La rage, cette flamme qui brûlait en moi, serait mon arme pour survivre. La cellule était un tombeau de béton, où chaque nuit semblait plus longue que la précédente. Allongé sur la couchette dure, j'écoutais les bruits de la prison, les gémissements, les clés des gardiens, les pleurs étouffés des autres détenus. Mais ce qui me torturait le plus, c'était l'absence de Lily. Ma fille, ma lumière, arrachée par un système qui refusait de voir la vérité, par des gens comme le shérif Barnes, par Agnès et sa langue venimeuse, par Frank et Hélène qui l'élevaient en lui bourrant le crâne de mensonges. La rage qui m'avait porté jusqu'ici menaçait de m'engloutir. J'avais survécu à Harold, à sa maison de cauchemar, à ma fuite désespérée vers Nashville, mais perdre Lily était une blessure que je ne pouvais panser. Chaque jour en prison, je me réveillais avec une seule pensée: me battre pour elle, pour qu'un jour elle sache que sa mère n'était pas le monstre qu'on lui décrivait. Pourtant, dans cette cage entourée de murs gris et d'indifférence, l'espoir semblait une chimère. La colère, cette flamme qui brûlait en moi, était tout ce qui me maintenait en vie, mais elle me consumait aussi. Contre Harold, contre Agnès, contre Ruth qui m'avait trahi pour une poignée de dollars, contre un monde qui protégeait les bourreaux et écrasait les victimes. Les premiers mois en prison furent un enfer. La nourriture était à peine comestible, les gardiens me regardaient avec mépris et les autres détenus me tenaient à distance, flairant en moi une femme brisée, une proie facile. J'étais seule, sans nouvelles de Lily. Mes lettres, envoyées à Frank, revenaient déchirées, marquées d'un retour à l'expéditeur comme une gifle. Une assistante sociale, une femme au visage sévère nommée Madame Dubois, m'a informé que Lily était dans un foyer temporaire, mais qu'elle serait bientôt confiée à Frank de manière permanente. « Elle est mieux là-bas », a-t-elle dit, sans une once d'empathie. Une enfant a besoin de stabilité, pas d'une mère en prison. Ces mots m'ont transpercé. La rage m'a submergé. Comment osait-il juger ma valeur de mère sans connaître mon calvaire? Comment pouvait-il m'arracher Lily sans me donner une chance de me défendre? J'ai vomi le peu que j'avais mangé ce soir-là, incapable de contenir ma douleur et ma fureur. C'est alors que j'ai rencontré Sœur Marguerite, une vieille nonne qui visitait l'infirmerie de la prison pour apporter du réconfort spirituel. Elle avait des rides profondes autour de yeux bienveillants et des mains cailleuses, marquées par une vie de labeur. « Dieu n'abandonne jamais ses filles », m'a-t-elle dit, prenant mes mains dans les siennes. Je n'y croyais pas. Quel Dieu permettrait la mort de Tom, les abus d'Harold, la perte de ma fille? Mais Sœur Marguerite ne m'a pas jugée. Elle revenait chaque semaine, lisait des passages de la Bible, ou simplement parlait quand je refusais d'écouter. Peu à peu, sa présence constante était comme une lumière timide perçant l'obscurité. « Tu dois rester forte », insistait-elle. « Pour ta fille. Quand tu sortiras d'ici, pas si. » Ce « quand » a fait une différence. J'ai commencé à manger un peu plus, à répondre au traitement pour mon anémie, à croire qu'il y avait peut-être un avenir au-delà de ces murs. Mais la lutte était loin d'être finie. Frank et Hélène, soutenus par Agnès, ont intenté une action pour obtenir la garde permanente de Lily. Lors d'une audience, un juge froid, manipulé par leur avocat coûteux,
a écouté leurs mensonges. Frank a prétendu que j'étais mentalement instable, que j'avais inventé les abus d'Harold pour justifier mon crime. Agnès, drapée dans sa fausse piété, a témoigné contre moi, pleurant crocodile pour son pauvre frère assassiné par cette femme ingrate. Le juge, un homme d'âge mûr avec un regard indifférent, a accordé la garde provisoire à Frank sans même me regarder. Lily a été emmenée au Kentucky, loin de moi, sans que je puisse lui dire au revoir. La douleur était insupportable, mais la rage était plus forte encore. Comment un système pouvait-il être aussi aveugle? Comment pouvait-il récompenser des menteurs et punir une mère qui n'avait fait que se défendre? J'ai hurlé dans ma cellule cette nuit-là, frappant les murs jusqu'à ce que mes poings saignent. Le désespoir m'a poussé au bord du gouffre. Une nuit, après avoir appris que Lily m'appelait désormais « Tante Claire » au lieu de « Maman », j'ai craqué. J'avais économisé les pilules données à l'infirmerie pour mon anémie. Je les ai avalées toutes, espérant que la douleur cesserait enfin. Mais une infirmière m'a trouvé, a appelé à l'aide. Ils m'ont pompé l'estomac, attaché au lit pour m'empêcher de recommencer. Ces jours-là furent les pires de ma vie, pires que les abus de Harold, pires que les coups de Tom. Sans Lily, sans espoir, je n'étais plus qu'une coquille vide. Pourtant, sœur Marguerite n'a pas abandonné. Tu es plus forte que tu ne le crois, me répétait-elle. Ta fille d'Adam, même si elle ne le sait pas encore. C'est d'elle qui m'a sauvée, avec une autre femme, Hélène, une godée de nu arrivée peu après ma tentative. Hélène était une voleuse, vorne, déterminée, avec un regard qui ne fléchissait jamais face au gardien. « Tu vas te laisser crever ici ?» m'a-t-elle lancé, voyant que je touchais à peine à la nourriture. Je lui ai raconté mon histoire, n'ayant rien à perdre. À ma surprise, elle m'a cru. « Ce qu'ils t'ont fait, c'est un crime », a-t-elle dit, furieuse. « Il y a des gens dehors qui aident les femmes comme toi. Quand je sortirai, je les trouverai. » Je n'y croyais pas. Les promesses en prison étaient une monnaie courante, mais Hélène a tenu parole. 2 semaines après sa sortie, une avocate, Angélique, s'est présentée. Cheveux afro, regard décidé. Elle représentait un groupe de défense des droits des femmes. « Ton histoire est plus courante qu'on ne le pense », m'a-t-elle dit après m'avoir écoutée. « Nous allons nous battre pour toi. » Avec Angélique, les choses ont commencé à bouger. Elle a obtenu l'autorisation pour que je voie Lily 1 fois par mois, sous supervision. La première rencontre, dans un parc de Nashville, a été déchirante. Lily, âgée de 4 ans, était maigre, les cheveux coupés courts, le regard méfiant. « Tu as fait mal à grand-père », m'a-t-elle dit, seule avec moi. « Non, mon amour », ai-je répondu, ravalant mes larmes. Grand-père faisait des choses très méchantes à maman. Ah, ça... Comment expliquer l'innommable à une enfant? Angélique m'a aussi fait transférer à l'infirmerie, où j'ai été soignée pour mon anémie et ma dépression. Mais le coup le plus dur est arrivé un après-midi pluvieux. « Les frères de ton mari demandent la garde définitive de Lily », m'a annoncé Angélique. « Ils prétendent que tu es folle, que tu as tout inventé. » La rage m'a étouffée. Frank, qui savait quel monstre était Harold, osait me salir ainsi. Lui et Hélène, avec leur maison luxueuse et leurs relations, utilisaient leur pouvoir pour m'écraser. Le juge, influencé par leur argent, leur a accordé la garde sans me donner une chance de me défendre. Lily était partie et j'étais impuissante. La colère contre ce système corrompu, contre Frank, contre Agnès qui continuait à répandre ses mensonges dans l'Église, m'a poussée à me relever. J'ai décidé que la prison ne serait pas une fin,
mais un moyen. J'ai rejoint le programme éducatif, apprenant à lire et écrire correctement, moi qui avais quitté l'école si jeune. Je dévorais les livres, anglais, mathématiques, histoire, parfois 12 heures par jour. J'ai aussi travaillé, couture, ménage, tout ce qui réduisait ma peine et me permettait d'économiser. Chaque page tournée, chaque dollar mis de côté, était un acte de révolte contre ceux qui voulaient me briser. Mais la douleur de perdre Lily ne s'effaçait pas. Je la voyais 2 fois par an lors de visites imposées par le tribunal. Elle grandissait, distante, m'appelant « Tante Claire ». À 6 ans, elle me regardait comme une étrangère. Chaque visite était une nouvelle blessure, mais aussi un carburant pour ma rage. Après 2 ans, j'ai obtenu un régime semi-ouvert. Je pouvais sortir la journée pour travailler, revenant dormir en prison. Sœur Marguerite m'a trouvé un emploi à la blanchisserie du couvent. Marcher dans les rues, sentir le soleil, revoir la rivière, même en devant rentrer le soir, était une renaissance. En 1941, j'ai obtenu la liberté conditionnelle. Sœur Marguerite m'a offert une chambre au couvent en échange de travail à la cuisine et à la blanchisserie. Le jour où j'ai quitté la prison, j'avais 30 ans, mais je me sentais vieille de 100 ans. Mes cheveux grisonnaient, mon corps portait les marques d'une vie dure, mais j'étais libre. La liberté avait une odeur, celle de la brise fluviale, du pain frais d'une boulangerie, de la possibilité. Au couvent, j'ai établi une routine. Je me levais à l'aube, aidais à préparer le petit déjeuner, puis passais la journée à la blanchisserie, entre bassines et fer à repasser. Le soir, j'étudiais dans la petite bibliothèque des nonnes. Mon but était clair, devenir stable, financièrement et émotionnellement, pour récupérer Lily. Angélique m'a aidé à obtenir des visites régulières, mais Frank résistait, engageant des avocats pour me bloquer. La première visite sans supervision, dans un parc, a été un mélange de joie et de douleur. Lily, 11 ans, était une préadolescente, portant des vêtements neufs, parlant de ses vacances avec Oncle Frank et Tante Hélène. « Il m'emmène à Disney World », m'a-t-elle dit, excitée. J'ai ravalé ma peine. Je ne pourrais jamais lui offrir ça. Quand elle a hésité à me dire au revoir, j'ai cru qu'elle m'enlacerait, mais elle s'est contentée d'un signe de main avant de courir vers Frank. Leur richesse, leur façade parfaite, contre moi, une ex-détenue travaillant dans une blanchisserie. L'injustice me brûlait, mais une nouvelle trahison m'attendait. Hélène, une ancienne co-détenue libérée peu avant moi, m'a contactée. Elle semblait amicale, disant vouloir m'aider, mais un soir, elle m'a menacée. « Je sais qui tu es, Mary Dubois. Donne-moi de l'argent, ou je raconte tout au journal. » La rage m'a submergée. Encore une femme, une sœur d'infortune, qui me poignardait dans le dos pour son profit. J'ai refusé, tremblante. « Tu le regretteras, » a-t-elle sifflé. Elle a envoyé une lettre anonyme à mon employeur, révélant mon passé. Les nonnes, grâce à sœur Marguerite, m'ont soutenue, mais la menace d'Hélène planait, alimentant ma colère contre ce monde qui ne me laissait jamais en paix. Les nonnes m'ont encouragée à poursuivre mes études. J'ai pris des cours du soir, obtenant mon diplôme d'études secondaires à 32 ans. « Tu es trop intelligente pour laver du linge toute ta vie », m'a dit sœur Rose, la plus jeune du couvent. « As-tu pensé à devenir enseignante ?» L'idée semblait folle. Une ex-détenue, enseignante, mais elle a planté une graine. En 1984, j'ai quitté le couvent pour une chambre louée en ville, travaillant dans une blanchisserie industrielle. Le travail était plus dur, mais mieux payé. Quand ma liberté conditionnelle s'est terminée en 1986, j'avais assez économisé pour m'inscrire à un programme de formation d'enseignant. Je travaillais le jour, étudiais la nuit, voyais Lily les week-ends. Chaque pas était un défi,
mais aussi une revanche contre ceux qui m'avaient condamné. Lily, adolescente, devenait rebelle, influencée par Frank et Hélène. Il lui disait que j'étais instable, que j'avais tué Harold par cupidité. Lors d'une visite, elle m'a lancé. « Pourquoi as-tu fait ça à grand-père » J'ai retenu mes larmes. Il me faisait du mal, mon amour, des choses qu'un adulte ne devrait jamais faire. Elle est restée silencieuse, mais ses yeux montraient qu'elle doutait. Cette manipulation, ce lavage de cerveau, me rendait folle de rage. Comment osait-il voler l'amour de ma fille? Mais je ne lâchais pas. Je lui apportais des cadeaux faits main, des dessins, des bonbons. Peu à peu, elle s'ouvrait, me racontant sa vie, ses amis, ses rêves. En 1988, à 37 ans, j'ai obtenu mon diplôme d'enseignante. Trouver un emploi était difficile avec mon casier judiciaire, mais sœur Rose m'a aidée à décrocher un poste dans une école communautaire soutenue par le couvent. Le premier jour, face à 30 enfants de milieux pauvres, j'étais terrifiée. J'ai trébuché, incapable de contrôler la classe. Mais je me souvenais des mots de Lily. « Tu es forte, maman. » C'est qui quand? J'ai persévéré, apprenant à captiver les enfants avec des histoires, à adapter mon enseignement. À la fin de l'année, quand plusieurs élèves ont lu leurs premiers mots seuls, j'ai pleuré de joie. Ce triomphe, c'était ma réponse à Frank, à Agnès, à tous ceux qui m'avaient piétiné. En 1990, j'ai loué un petit appartement, salon, chambre, cuisine. Pour Lily, 20 ans, étudiante en soins infirmiers grâce à une bourse obtenue par Frank, c'était une merveille. « C'est vraiment à toi, maman ?» m'a-t-elle demandé, émerveillée. Nous passions plus de temps ensemble, devenant amies, confidentes. Frank et Hélène ont été bons, mais il me manquait quelque chose, m'a-t-elle dit un soir. « Toi, ta force. » Ces mots m'ont guéri d'une blessure profonde. Mais Hélène est revenue, exigeant plus d'argent. J'ai tenu bon, menaçant de la dénoncer. Elle a disparu, mais la peur restait, alimentant ma colère contre ce passé qui refusait de me lâcher. En 1992, Frank est mort d'une crise cardiaque. Lily, adulte, a choisi de rester avec Hélène pour la soutenir. Sa compassion, son absence de rancune, m'a bouleversée. Mais le fantôme d'Harold continuait de me hanter. Malgré mes succès, je me sentais souillée, marquée par ses abus, par le crime que j'avais commis. J'ai rejoint un groupe de soutien pour femmes victimes de violences. Entendre des histoires similaires aux miennes m'a brisée, mais aussi libérée. Notre justice doit être intérieure, disait la psychologue. Refuser d'être une victime pour toujours. J'ai écrit mon histoire dans un carnet, chaque mot un cri contre Harold, contre le système. Une nuit, je l'ai brûlé au bord de la rivière, murmurant « Tu n'as plus de pouvoir sur moi ». Pour la première fois, j'étais libre. Les années 1990 ont apporté la stabilité. J'enseignais des classes avancées. Lily a eu un fils, Gabriel, me faisant grand-mère. « Je veux qu'il connaisse ta force », m'a-t-elle dit. En 2000, j'ai acheté une maison, un rêve réalisé avec mes économies. En 2005, retraitée de l'enseignement public, j'ai donné des cours d'alphabétisation chez moi. La communauté, autrefois hostile, me voyait différemment, non plus comme la meurtrière, mais comme l'enseignante qui aidait tous. En 2010, Lily a eu une fille, Claire, mon homonyme. « Pour qu'elle soit aussi forte que toi », m'a-t-elle expliqué. Notre lien était indestructible. En 2015, j'ai commencé à partager mon histoire dans des centres communautaires, des écoles, des groupes de soutien. Chaque fois qu'une femme me disait « J'ai vécu ça aussi, je pensais être seule », je savais que ma douleur avait un sens. En 2018, Gabriel, étudiant en droit, m'a inspiré à créer une chaîne YouTube, Récits de grand-mère. En 2020, en pleine pandémie,
Mes vidéos ont touché des milliers de femmes, leur donnant le courage de fuir leurs bourreaux. Aujourd'hui, à 74 ans, ma chaîne compte des centaines de milliers d'abonnés. Je ne suis pas une experte, juste une survivante qui a transformé le poison en remède, la douleur en mission. Ma rage contre Harold, contre le système, contre les trahisons, s'est muée en une force pour aider les autres. J'ai prospéré malgré eux, et c'est ma plus grande victoire.